qui est important dans les CSS variables, l'avantage, c'est qu'on peut définir une valeur de fallback. Alors, pour ce faire, il suffit de le faire dans la déclaration. On va faire var, nom de ma variable, virgule, la valeur de fallback. Là, on a mis le rose pour que ça revienne en arrière. On peut déclarer une variable à la place de cette valeur de fallback. On peut mettre var, mon nom de variable, virgule, var, variable, etc. Bon, mon user agent, s'il ne trouve pas la première variable, il va se rabattre sur la deuxième. Mais s'il ne trouve pas la deuxième, on est un peu le bec dans l'eau. Donc, ce qu'on peut faire, c'est également mettre un fallback à la deuxième variable. Donc, on fait var, variable, virgule, var, variable, virgule, fallback. On peut faire ça sur des kilomètres, mais ce n'est pas très conseillé. Bon, vu que vous êtes des pros en CSS et que vous avez tout compris à ce que je vous ai dit, on va faire un petit test. Si je décommande, par exemple, la ligne fil blue, en plus, vous y connaissez en SVG. Si je décommente la fil blue, de quelle couleur va être mon logo? Est-ce qu'il va être bleu, jaune, rouge? Moi, je dis jaune. Et vous? Bleu? Allez, on va voir. Il va être bleu, parce que effectivement, c'est la dernière propriété qu'on a définie. Si je décommente var mycolor, il va être de quelle couleur? Bleu, jaune, rouge, vert? Il va être mycolor. Mycolor n'est pas défini pour l'instant. Chut, ne le dis pas. Allez, me décevez pas. Moi, je dis transparent. Bleu? Allez, Jean-François, décommente. Eh bien, il sera jaune. Savez-vous pourquoi? Eh bien, au moment de la lecture de mon CSS, mon user agent, il voit qu'il y a fill blue, qui est une propriété de même priorité que fill var mycolor. Donc, il supprime la première ligne. Et ensuite, au moment de l'évaluation de la variable, il voit qu'il ne connaît pas mycolor. Donc, la propriété devient invalide. Et donc, il va se rabattre sur la propriété qui a été héritée du parent, c'est-à-dire WebToday logo. C'est bien compris? Oui. Ah, la digestion. Merci. Ah, la digestion, elle est dure. Hein. Et maintenant, si je commente fill yellow et fill red, de quelle couleur il va être? Question piège. Bleu. Oula, Xavier est en pleine réflexion. Bleu? Oui, non. Bleu, jaune, rouge, vert, jaune. Transparent. Non, j'ai déjà dit jaune. Digestion. Ça n'existe pas. Eh bien, il va être noir. Hey. Parce qu'il n'y a pas de valeur de fallback. Enfin, d'hérité. Ni de fallback. C'est bon? Allez, on remet red, yellow, et si je décommente la dernière? Elle est facile, hein. Vous pouvez réussir. Même vous pouvez y faire. Ouais, voilà. Bravo. On peut applaudir le premier rang quand même, c'est les seuls qui suivent. Ouais, c'est ça. Merci le premier rang. Mais c'est l'équipe du GDG, c'est pour ça. Alors, là, on avait les basiques. Vous dites que c'est une techno super géniale, mais la question qui vous brûle les lèvres, c'est est-ce que moi, je peux l'utiliser? Est-ce que je peux l'utiliser? Non, toi, non. Alors, oui, vous pouvez l'utiliser parce que c'est supporté par tous les navigateurs modernes. C'est-à-dire que si vous avez IE11, il existe un polyfill shady CSS, et si vous avez des versions antérieures à IE11, vous pouvez utiliser add-support. Alors, le principe de add-support, c'est simple. Vous faites une dégradation harmonieuse en premier, et ensuite, vous utilisez la CSS variable, comme d'hab, pour tous les autres navigateurs. C'est-à-dire ceux qui la supportent. Et voilà. Là, vous vous dites que vous êtes au pays des licornes, tout est bien et tout, mais non, il y a des limites. Et les limites, on peut les voir dans ce code PEN. Il y a du suspense. Alors, les limites, on va les voir. Elles sont, il n'y en a pas beaucoup, hein, elles sont au nombre de 2, ça va quoi. Alors, on a 2 logos là, et ils sont tous les 2 de la même taille. On a 550 pixels de large, je crois, et on voudrait que le deuxième soit à 750 pixels de large. Mais sauf qu'on a une variable sans unité, juste une valeur nue. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets width, variable, et je concatène avec l'unité pixel. Mais sauf que ça ne va pas marcher, le logo disparaît, parce que la propriété width devient invalide.
Parce que au moment de calculer la valeur de la variable, le user agent, lui, il va mettre 750 espace pixels. Parce qu'il n'interprète pas, il ne fait pas les concaténations. Donc pour pallier ça, il suffit de faire un calque. Et donc je vais mettre calque, ma variable, fois 1 unité. Donc ça la calcule et ça me fait 750 pixels. Est-ce que tu peux descendre un tout petit peu les logos? Voilà. C'est tip top. Alors, ceux qui font des préprocesseurs retrouveront leur petit, hein, parce que c'est exactement les mêmes procédés qu'avec LESS ou SAS. Vous faites des calques pour remettre des unités sur vos valeurs. Alors, d'ailleurs, en parlant de préprocesseurs, les CSS variables ne viennent pas à contredire les variables des préprocesseurs. Elles viennent en complément. Et c'est d'ailleurs pour ça que les custom properties sont avec des tirets et les variables de LESS, par exemple, sont avec des dollars. La deuxième limite, c'est sur les transitions et les animations de variables. On ne peut pas faire varier une variable, on ne peut pas faire varier la valeur d'une variable. Alors, quand on fait ça, par exemple, on le voit sur le premier exemple, on change de variable, on change la valeur de ma variable, eh bien, le user agent, il va connaître, enfin, il va pas connaître le point d'arrivée. Même s'il vient de voir le point de départ, comme il ne connaît pas le type de contenu que peut avoir la variable à l'arrivée, à 50%, il va flipper dans l'animation. C'est-à-dire qu'il va passer à la dernière valeur directement. Et pour contourner ça, du coup, les CSS, enfin les préprocesseurs addicts reverront encore ces techniques-là. Il suffit de faire la variation sur la propriété même. C'est-à-dire qu'on va définir deux variables, une web color et une decolor, et on va faire la variation, l'animation sur ces deux couleurs en prenant comme repère la propriété. Ah ouais, mais... Regarde la caméra. Oui, mais je lis pas très bien le code. Donc voilà. Donc voilà, on vient de voir les deux seules limites qu'il y a au CSS variable. Alors maintenant qu'on a vu les basics et les limites, on va s'intéresser à des usages un peu plus poussés. C'est-à-dire que les CSS variables, elles peuvent être lues et modifiées par les CSSOM. Qu'est-ce que les CSSOM? Vous connaissez? Non? CSSOM, c'est CSS Object Model. En fait, c'est un ensemble d'API qui peut lire et modifier le CSS via le JavaScript. C'est génial. Vous verrez. Alors là, comme exemple, dans le HTML, on a déclaré un input qui a comme valeur pour l'instant 0. On va la faire varier avec le curseur. Et en parallèle, on a déclaré une variable dans le CSS qui est x. Et on la met également à 0. Alors, grâce au JavaScript, on va réussir à récupérer la valeur de l'input et à la réinjecter dans le CSS. Grâce à l'API avec les setProperty, getProperty, removeProperty, etc. Et donc, ce qui fait que quand on varie la valeur du curseur, enfin, la valeur de l'input, eh bien, toutes les propriétés vont changer. Toutes celles qui dépendent du x, qui ont la variable x dans leur contenu, vont varier. C'est-à-dire que là, on voit que les fontes, le contenu même, le sang qui s'affiche sous l'input, même la couleur du logo, la couleur du background et même l'apparition des étoiles sont dépendantes de la valeur de l'input, du coup. Et si on veut regarder ça concrètement, il suffit d'aller voir dans le debugger et de voir que la variable x est mise inline par le JS dans le HTML. D'ailleurs, ça, c'est un usage très, très sympa, parce que ça peut rendre vos pages beaucoup plus dynamiques. C'est-à-dire que si vous utilisez des CMS, vous pouvez mettre inline des propriétés dans votre page PHP, par exemple, et récupérer des valeurs qu'un client déclare dans le BO, dans le back-office, et les récupérer et les réinjecter dans votre CSS sans même utiliser de JS ni rien. Donc en gros, c'est dynamique sans rien faire.
Et cerise sur le gâteau. Alors, cerise sur le gâteau, en effet, si vous avez regardé un petit peu le code HTML là, qui est ici, vous verrez que cette fois-ci, on n'est pas en train d'utiliser un SVG comme tout à l'heure, mais au contraire, un web component qu'on a écrit spécifiquement là, pour l'occasion. Et dans ce web component, on a déclaré aussi bien l'utilisation de cette fameuse variable x, et donc on se rend compte que les custom properties traversent en fait le Shadow DOM, donc des parties théoriquement cachées, et qu'on peut donc se servir de ça pour customiser des composants ou des choses comme ça. Donc c'est assez pratique en termes d'utilisation. Donc maintenant qu'on a parlé de tout ce qui est théorique, de ce qui marche aujourd'hui, j'aimerais revenir avec vous sur l'avenir, sur concrètement, ça continue d'évoluer, le web continue d'évoluer. Et pour s'attarder sur deux petits aspects, donc on a vu des petites contraintes, des choses qui pourraient être améliorées, et donc il y a des propositions qui sont en train d'arriver, dans des specs W3C qui sont en train d'arriver, qui vont théoriquement solutionner ces problèmes, que je vais voir avec vous tout de suite. Le problème est le suivant. Toujours autour des web components. Donc, si vous n'êtes pas familier avec les web components, globalement, c'est on crée une balise avec un nom personnalisé, et le fait que j'ai mis un truc shadow root, ça veut dire que tout le DOM qui est dessous, il est normalement non exposé et non customisable. C'est le principe des web components. Imaginons donc que je fais ce fameux web component ici avec une partie span là, que j'ai définie comme étant overrideable, sur laquelle j'ai envie que des utilisateurs tiers puissent agir à travers du style, via des custom properties ou des choses comme ça. Et une partie qui est non overrideable. Donc on voit bien ici override me, don't override me. Par défaut, dans mon web component, j'ai défini donc ma fameuse couleur, ma variable, qui est orange. Donc mon web component de base, il est comme ça. Override qui est en orange et le reste qui est par rapport à ce que j'ai défini moi. Maintenant, je suis un consommateur. Et il y a un truc que j'aimerais faire, c'est j'aimerais que si la souris passe sur le texte qui est overrideable, j'aimerais le changer. Donc je voudrais écrire dans mon CSS un truc de ce type-là. My component, donc span, parce que je sais que c'est ça que j'ai envie de cibler, et si je fais un over dessus. Bah, en fait, ça, c'est pas autorisé, on peut pas le faire. Mais on peut quand même faire quelque chose qui marche. On demande au développeur du web component de le modifier, et donc il va définir que sur le span, s'il y a un state over, alors on va déclarer une nouvelle variable qui sera color over, qui sera red, et du coup quand je l'utiliserai, ça donnera ça. Maintenant, l'utilisateur me dit oui, mais j'aimerais aussi que quand il y ait le focus, eh ben, que ce soit bleu cette fois-ci. Ok, bon, très bien, c'est pas faisable comme ça, donc il va falloir que je définisse encore une nouvelle variable pour gérer finalement tous ces cas possibles. Donc soit les cas focus, non focus, etc. Donc vous vous rendez bien compte qu'on est en train de créer une sorte d'explosion combinatoire qui n'a pas grande valeur. Certes, ça marche, mais ce n'est pas hyper agréable après en termes d'utilisation. Donc la solution c'est quoi? C'est cette nouvelle spec qui est en train d'arriver qui s'appelle part et thème. Donc part et thème, ça va s'utiliser de la façon suivante. Si on reprend mon web component, ma zone overrideable, je vais rajouter dessus sur la div directement un tag qui s'appelle part. Je vais lui donner un identifiant, donc part name. Et la partie non overrideable, je ne touche pas comme avant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là, je suis côté utilisation. Je suis, moi, le consommateur du web component. Et vous voyez, par défaut, je peux dire my component .part, le fameux part name que je cible. Je veux que my color elle soit bleue, ce qui donne finalement un web component de cette couleur-là. Au contraire, je veux gérer le state over sur mon part. Eh ben, je peux. Et voire même, je peux ajouter tout un ensemble de trucs. Donc, j'ouvre carrément une sorte de mix-in, on va dire, un petit peu CSS, à mon web component. Donc, de cette façon-là, on ouvre les possibilités d'extension et d'API en fait globalement graphiques. Ça, c'était première piste et première évolution. Deuxième chose, vous vous souvenez tout à l'heure, on a parlé d'une des limites qui était le typage. On ne peut pas donc faire des transitions sur les custom properties parce qu'on ne connaît pas leur type. Et ce qui fait que je peux très bien écrire des choses comme ça aujourd'hui. My color, c'est orange, et la ligne d'en dessous, je dis bah, my color, en fait, c'est une URL, et puis après, j'essaye d'utiliser my color. Nous, on lit, on se dit bah, t'es bête, tu devrais savoir que c'est une couleur, pourquoi tu mets une URL dedans? Et ce serait bien que le navigateur puisse le savoir. Eh bien, c'est possible grâce à Register Property. Donc ça, c'est en train d'arriver aussi pareil dans les navigateurs. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est via du JS, et oui, via du JS, on va typer notre CSS.
eh ben, on va pouvoir donc donner un type à notre custom properties. Donc, on a tous les types possibles, hein, couleur, URL, longueur, etc., tout ce qu'on veut, avec une valeur par défaut. Et grâce à cette définition-là, eh ben, quand je vais utiliser ma variable, le navigateur va me dire que ce que j'avais ici, la deuxième ligne, elle est invalide. Voire même, je vais pouvoir faire des transitions, potentiellement, sur les custom properties directement. Voilà, on espère que cette session vous a permis d'avoir un premier aperçu de ce que ça donne les custom properties. Non, maintenant ils sont incollables. Ouais. Vous êtes incollable maintenant? Ouais, bon, ok. Non, bon. ils sont en train de digérer. Ils sont en train de digérer, ouais, c'est clair. Concrètement, je ne pense pas qu'on ait du temps pour les questions. Cependant, 2 minutes. Ok, alors, qui a des questions? Non, reviens. Est-ce qu'il y a des questions par ici? Oui. Alors, vas-y, parle plus fort et puis on va répéter. Sinon. Du coup, quand utiliser les properties ou justement les variables qu'on peut avoir en SAS ou less Il faut que tu récupères le micro. Merci. Bah, comme je disais tout à l'heure, les variables CSS, on peut les utiliser en dehors du fichier, en fait. On peut les mettre inline pour récupérer des informations dans ton HTML directement et de les réinjecter dans le CSS. Alors que les les variables dans less, bah, elles restent dans less, en fait. Elles restent dans tes fichiers. Elles ne communiquent pas avec les autres pages. D'une manière générale, j'aurais tendance à dire qu'on va continuer à garder notre workflow d'utiliser des préprocesseurs pour avoir ces variables qui sont donc utilisables dans notre SAS, notre less, et après rien ne nous empêche de façon justement ponctuelle de définir des points d'entrée qui utilisent, donc on ferait un color qui est égal à $ ma variable de mon thème. Mais c'est vraiment en complément. La custom properties va apporter un dynamisme supplémentaire, voire même, comme disait Audrey tout à l'heure, des possibilités d'extensibilité sur des CMS ou des choses comme ça, enfin, toutes ces choses-là. D'autres questions? Ce sera une dernière question, parce qu'après on n'aura plus le temps. Il faut que ce soit capté, en fait, c'est pour ça qu'il faut que tu prennes le micro. Moi, j'ai une question. On parlait un peu de préprocesseur, mais PostCSS là-dedans, par rapport aux custom properties, est-ce qu'il peut amener plus de compatibilité à son niveau ou pas? Parce que j'ai l'impression que ça va beaucoup plus loin que juste le CSS, justement, juste de la compatibilité. Tu parles de PostCSS? Ouais. Est-ce que PostCSS va apporter plus? Est-ce que, par exemple, dès aujourd'hui, on peut utiliser ces custom properties via PostCSS avec un support navigateur plus intéressant que ce qui est actuellement? Tu n'auras pas un support navigateur antérieur au navigateur qu'on a ciblé, ou via le polyfill Shady CSS. Globalement, c'est IE11 derrière le polyfill, et après, tous les navigateurs modernes qui supportent. Donc, PostCSS ou CSS ou préprocesseur, la déclaration de la variable, elle sera là, et elle sera au final dans le CSS final. Donc ça ne changera rien. Et la seule chose que ça va changer, c'est tout le reste. Donc PostCSS ne va rien apporter de particulier en termes de support. Parce que si tu veux utiliser des custom properties, c'est que tu veux potentiellement amener un certain dynamisme qu'aujourd'hui tu ne peux pas avoir avec du CSS classique. C'est là-dessus, et donc je pense que PostCSS ne t'aidera pas par rapport à ça. Voilà, on vous remercie et on reste quand même disponible pour des questions si vous en avez.